J'ignore s'il existe en ce monde une personne capable de me comprendre. J'ai parfois moi-même du mal à le faire. Voilà, donc on peut voir que déjà, rien que le début, ce mec n'est pas normal dans sa tête. Hello, Est-ce que Dave Mustaine, qui a créé Acid Bath? Il connut une enfance très inhabituelle, une enfance sombre et solitaire. Il a été élevé dans une famille religieuse très bizarre, qui était en fait aussi bizarre que lui-même va le devenir. Ses parents étaient membres d'une secte et n'avaient comme seule distraction la lecture de la Bible. Son père était sataniste, ainsi il ne connaîtra jamais les joies de l'enfance ou des amis de son âge. Le meurtrier au bain d'acide, c'est chelou, donc voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Pour les mini-tits, on a tendance à choisir des albums de merde, ou des albums clivants, pour pouvoir s'énerver, vanner, faire le bon mot. Pour pouvoir menacer le gonze qui nous a conseillé de l'album, du style « Vincent Villon, on va te couper zézette !» Mais on est capable aussi d'autre chose, comme de choisir un album qui nous est cher, pas forcément connu, qu'on va vous mettre sous le nez comme pour vous dire « Arrêtez ce que vous êtes en train de faire dès maintenant, montez dans votre voiture et écoutez-moi ce joyau ». Léo Falco nous a envoyé un message. Léo Falco. C'est ce nom de procureur, mon gars. Fais gaffe, il est à ton cul, Léo Falco. À ta place, je ferais pas trop le malin, mon pote. C'est ça, il a un nom à se faire abattre par la mafia corse, quoi. La mafia sicilienne. Salut, c'est en écoutant votre mini-titre sur Austrian Death Machine, composé à moitié de respiration et de reniflement de Sam, et à moitié de mépris de Mathieu, que je me suis dit que votre émission était définitivement la plus intéressante qui puisse exister. Donc je me suis donc décidé à participer en donnant un modeste euro par mois, en espérant que ça continue comme ça. Ça va continuer comme ça, parce que tu vas pas arrêter de faire des ronflements pas possibles et moi de dire c'est le prix. Si je devais proposer un album pour un mini-titre, je dirais When the Kite String Pops d'Acid Bath. Un des albums de sludge, même si je ne suis pas sûr que ce soit du sludge, préféré, voire un de mes albums préférés tout court. Voilà, pavé César, et merci. Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire merci. Léo Falco habite à Chambéry. Il se caille donc le cul une bonne partie de l'année, n'a plus de club de foot valable et n'a pas vécu d'émotions positives depuis le départ d'Olivier Giroud de la région. Bref, sa vie, c'est pas la joie. Donc, comme toute personne en difficulté, il s'est réfugié dans la musique grasse. Ça s'entend, honnêtement, ça s'entend. Il pose là une bonne question d'introduction. C'est-à-dire, est-ce qu'Acid Bath est du sludge? Bah, techniquement, oui, c'est du sludge. Après, pour moi, ça dépasse les frontières du sludge, si du tu dis métal. transcende, je me lève, je te gifle. Mais oui. C'est au-delà de tout ça. Voilà, c'est un album qui dépasse qui n'a pas de frontières. C'est presque un peu l'un des trucs fondateurs du sludge. C'est-à-dire que c'est alors oui, attends, parce que tu parles, mais on sait pas qui tu es. Calme-toi, on est sur une autre émission là. On a oublié de vous dire. On a laissé la porte ouverte et il y a un clodo qui est rentré. En fait, il y a 2 semaines, on avait enregistré le Megadeth et c'était Ronan qui était avec nous, le Sherpa, Népalais, tout ça, machin. Bon, et ben comme on enregistre 10 minutes après et que la station de Vélib de Romainville ne fonctionne pas, il est resté. Ça va, Ronan? Ouais. On est content de t'avoir. Ça nous paraissait important. Ça faisait longtemps. Les aléas du direct. Donc voilà, Ronan. Bon. Ah, je suis désolé, je suis pas encore assez dans les arcanes de la radio. C'est ça. Et ça c'est un métier, mon vieux. Et ça tombe particulièrement bien parce que tu es un fan d'Acid Bath toi aussi. Bah, voilà. Je pense que légalement, je peux pas me permettre de pas aimer. Voilà. Quoi. Bon, alors qu'est-ce que tu disais avant quand je coupe grossièrement pour te présenter? Bah, c'est presque l'album de. Ça fait partie comme les. Comme 2-3 gars de la Louisiane de cette époque-là, c'est même ce qui définit le sludge, au sens où c'est tout ce que font les autres. Mais on fait tout en même temps. C'est bayou, c'est punk, c'est choreux, c'est black doom, quelquefois, c'est stoner, c'est black. Ça tire même sur du goth par moment. T'as des trucs ambiance super travaillés. C'est le bordel. Je crois que c'est probablement
le truc qui s'approche musicalement le plus proche de l'héroïne pure. Et voire du fentanyl. Parce que c'est moins clair que pour Megadeth. Vous pensez que les gars se droguent dans Acid Bass? Je suis pas tout à fait certain. Dolphin, Tranquilize, je ne sais pas. Et puis, comparé à Megadeth, c'est que là, sur l'album, il n'y a pas un titre qui est pas bien. Donc là, tu vois, on est sur du. Il y a 14 titres, c'est 14 perles. Moi, j'ai quand même une marotte, c'est de dire que les albums, depuis très longtemps, sont trop longs et qu'il y a toujours trop de trucs. Ouais. Il y a 14 titres, ce qui est donc trop à la base. 69 minutes. 69 minutes, ce qui est donc trop à la base. Quand tu passes une heure, c'est perdu. Sauf que là, tu me demandes d'en enlever 20, j'enlève 20. Dans ta gueule. C'est ça. C'est vraiment c'est la quintessence du truc, quoi. T'as l'impression qu'ils ont enregistré 10 albums, ils ont gardé tous les trucs bien et ils ont juste sorti ça, quoi. C'est un anti-Megadeth. Ouais. Donc Acid Bass, pour ceux qui ne connaissent pas, formé par Dax Riggs, le chanteur, le phénoménal chanteur. C'est un mec qui a une voix absolument incroyable, que j'adore. Que quand je suis allé en Louisiane, j'ai essayé de le voir plusieurs fois parce qu'il joue souvent dans un club qui s'appelle le One Eight Jack, avec son groupe à lui, Dax Riggs, quoi, qui fait complètement autre chose maintenant. Il est vraiment dans un truc mortel aussi. C'est plus grungy, du coup. C'est grunge blues à mort, c'est mortel. Un peu c'est dark folk, vraiment. Ça chouine pas, c'est vraiment. Et avec Sammy Duet qui était à la guitare, Sammy Duet qui est maintenant guitariste dans Goatwhore. Donc il côtoie le gibon. Le gibon, notre fameux gibon. Il faut voir des vidéos de Goatwhore et donc du chanteur de Goatwhore qui a les bras les plus longs du monde. Les photos promo, c'est déjà ça. Quand même, se coupe les ongles sans plier le dos, les ongles des pieds sans plier le dos. C'est au merchandising, la taille merchandising, elle fait 4 mètres, il va te chercher, il bouge pas, quoi. Tu veux quel t-shirt, c'est une perche sa main, quoi. Mais heureusement, Acid Bass. Voilà. Et donc Acid Bass qui alors comme tu dis, il y a un peu tout dedans. Il y a du côté bayou, le vieux côté t'as du blues, t'as du black, t'as un peu de tout, et le tout est transcendé, Mathieu. Salaud. Par la voix et le texte de Dax Riggs. Alors les textes de Dax Riggs, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en foutent, la chanson, les lyrics. Alors je vous conseille de vous pencher sur les lyrics qui sont des poèmes, en fait. C'est vraiment, alors ce mec, c'est pas forcément aussi un truc. C'est pas un mec ultra positif. Non, on va pas dire ça. Mais alors, ces textes sont enseignés dans des facs américaines, par exemple, comme de l'American poetry classique. Ah oui, ce mec, ces textes sont pris comme de la poésie américaine contemporaine. Ouais, dans toute l'esthétique cajun et tout ça. Voilà, ce côté le Liel Zideco qui a aussi du côté acadien, avec ce côté très sombre. Les Acadiennes. Et c'est pas un mec qui va utiliser. Tiens, j'ai vu Wyatt Earp. Je vais parler des moustaches, quoi. Voilà. On en est pas. Putain, je suis passé devant une usine en ruine et c'était quand même plus joli que ma vie, quoi. Tubabukumi qui est sur l'album, qui est du Swahili, pour dire le pays des blancs cannibales, et tu chantes absolument les textes, c'est absolument incroyable. Tranquilize, c'est pareil, c'est de la poésie, même sa façon de son placement rythmique et tout est absolument dingue. Sa voix avec cette espèce complètement ce vibrato qu'il a, qui est ultra touchant. On est sur l'un de mes chanteurs favoris. C'est un grand chanteur et un putain de songwriter. On sait, pour parler français, que les mecs d'Eggman Cher sont ultra influencés par Dax Riggs, mais même toi, dans ta façon de chanter et ta façon de te droguer, pour pas te mentir, quand j'ai commencé, quand on avait monté FHNS et tout, moi j'étais un fan absolu d'Acid Bass, et Tranquilize c'était pour moi une chanson exemple à refaire, ce que j'ai jamais fait, mais tu sais, dans Tranquilize il y a un peu de tout. Ça commence ultra sexe, ce truc, ça gagne ultra speed avec un côté vraiment rentre dedans, un peu grunge, hardcore, machin. Ça part avec un moment black à un moment complètement mid-tempo. Et après ça repart avec un truc. Des fois c'est quasi acoustique, c'est ultra avec beau, une voix, voilà. C'est Cheap Vodka, il y a Jay-Z. Enfin, de toute façon, tout est bon sur cet album, donc c'est un peu compliqué. Et dans les thèmes, donc évidemment, il y a pas mal de thèmes morbides ou au niveau du désespoir, mais il y a beaucoup de rapports à l'enfance aussi, je trouve. L'enfance et l'adolescence. Donc, Dr. Seuss is Dead, c'est un dessinateur extrêmement connu américain de graphic novel pour enfants. Et on retrouve un peu ce désespoir de la mort de l'enfance, tout ça. Il y a un truc qui fait beaucoup rire, c'est la dernière chanson, Cassie Eats Cock Watches, avec les blagues comme ça. Mais c'est des trucs. Tout est mortel. C'est tout ce que j'aime dans sa lecture. C'est pour ça que c'est enseigné. C'est qu'en fait, tu peux les lire à plusieurs. Il y a plusieurs états de jeu lecture, de trucs de compréhension. C'est Fingers Painting of Insane. Tu peux le voir. Il y a plein de lectures différentes. Oui. Et c'est vraiment intelligent. Alors après, la production de cet album est assez brute. C'est vraiment brut de pomme. Super garage. Les guitares, exactement. Il y a un côté vraiment garage. Ouais, mais vous l'imaginez autrement ? Non, justement. J'aimerais qu'il soit surtout pas remasterisé cet album, parce que c'est
si tu veux, ça c'est l'un des deux pour moi c'est l'un des deux albums fondateurs du sludge avec Sore de Beethoven. Et tu peux pas faire un album aussi, putain. Tu peux pas faire un album comme ça qui soit bien produit. Oui, il faut que ce soit le sludge a ça de même d'organique, ouais, c'est quasiment de la musique spontanée. C'est un petit peu l'opposé de la musique intelligente. C'est très intéressant. Souvent, les textes sont souvent super travaillés. C'est l'idée aussi là, de Drax, pardon, sur la façon de faire les textes. C'est aussi ce qui a influencé la façon de Mike Williams, qui a d'écrire ses textes sans les faire, sans voir de rapport avec la musique. Exactement. Et de retravailler la façon ouais. qu'il a de poser les voix sur la musique. Et c'est là que ça devient ouf. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a le côté poète maudit en fait. Ouais. Ils remplissent des carnets de paroles et puis après ils les collent à des patterns de musique en même temps qui retrouvent toujours les mêmes rythmes accélérés puis posés. Donc l'habitude ils l'ont et voilà. Et après le texte va sur autre chose. Ouais. Et cette façon d'être faite, ça doit être un truc spontané, ça doit être un truc organique et qui peut pas être que tu peux pas faire avec. C'est un album qui est enregistré en conditions live. Pareil, c'est pas un truc que tu peux faire avec chaque Zikos à son tour dans le boost. Il faut qu'il y ait un truc, un effet de groupe puissant et savoir à quel moment il y en a un qui décroche, à quel moment et ce qui est incroyable dans ce groupe-là, c'est qu'ils avaient quand ils font ce acid bass, ils ont tous des caractéristiques très différentes. Ça se voit maintenant entre ce que fait Sammy Duet et Goat Or et Dax Rick sont à des opposés mais total. Et pourtant sur ce groupe-là ça a marché. C'est séparé. Si tu mélanges ces deux groupes-là, t'as acid bass. C'est la même chose que Home et Iron Fire pour Sleep, tu vois. Et il y avait aussi ce truc, tout le monde était, le groupe s'est arrêté à la mort du bassiste. Qui est la mort la plus rock'n'roll de l'histoire. Et il s'est fait percuter par une bagnole. Il était avec ses parents, puis une voiture qui roule dessus. Ouais. T'es quand même. La tête qui roule sur la tête. Putain, ça c'est quand même chaud. Et donc ils ont arrêté les deux albums. Merci, au revoir. On s'arrête là. Oui, cet album est il a une importance, je pense, c'est un pilier. C'est fondateur des scènes heavy, clairement. Moi, j'utilise sans crainte le mot perfection. Dans son genre, parce que la perfection dans l'imperfection, fondateur, fondateur, parce que séminal, voilà, on en revient à la foutrine. Pour une raison aussi, c'est la pochette. Faut qu'on dise un mot sur la pochette. La pochette, le nom de l'album et le nom du groupe, tout fait sens autour en fait, parce que t'as le premier visuel. J'imagine, tu vois le vinyle ou le CD dans un bac à CD métal, ça dénote, puisque la pochette c'est un dessin de clown qui semble assez enfantin. C'est Pogo le clown. Pogo le clown, quoi, qui est un peu malaisant. Avec ses petits ballons. Voilà, même si tu sens un malaise palpable, c'est très coloré. C'est très amateur, non. Le graphisme est très amateur. C'est très amateur, la police d'écriture également. When the Cat Street Pubs, donc avec l'idée du cerf-volant, la ficelle qui t'échappe ou qui pète, bon ok, où ça va. Donc ça dérape, acid bass, ok. Et quand tu t'approches, donc t'as la signature de celui qui a fait le dessin, donc John Wayne Gacy. Donc on est sur un serial killer évidemment. Qui se déguisait en clown et qui tuait les petits enfants. Et qui nettoyait se débarrassait de la putréfaction des corps avec des bains d'acide. Donc d'où acid bass. Donc tout fait sens sur un truc parce que moi je reviens à ce rapport à l'enfance et le malaise, la mort qui tombe immédiatement. Et du coup, je trouve que là-dedans, dans ce qui, je sais pas si en fait, c'est pareil, le fait d'avoir fait que 2 albums et s'être arrêté, ça donne un aura de légende puisqu'ils n'ont pas eu le temps de sortir Endgame ou Super Collider. Il a pas eu le temps d'être born again. C'est ça. Et du coup, voilà, Acid Bass, c'est le groupe qu'on n'a jamais vu et qu'on verra jamais live. Il n'y a pas d'inquiétude sur le Roadburn qui fait un chèque et Acid Bass qui débarque, tu vois. Non, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Déjà parce que le Roadburn est mort et enterré. Et de toute façon, quand bien même ils auraient un essai après leurs histoires avec Beethoven, je pense qu'ils sont plus vraiment prêts à tenter ça, quoi. Ouais. En plus c'est un album, bon, quand tu les vois défendre, il y a des vidéos qui existent VHS, tu sais, tourner à l'époque, machin. Et pareil, c'est enregistré dans des conditions dégueulasses, avec un système sonore pourri, dans des squats ou dans les bahuts et tout, mais ça joue et il chante, mais tu vois que le mec aurait pu être, c'est Dax Rick, c'est incroyable, ce mec aurait pu être un Lane Staley, un mec qui aurait explosé, parce que non seulement il est beau gosse. Tu dis ce nom, parce que Leigh Steinley, pour moi il en est très proche, déjà comme tu dis, parce que c'est plutôt une gueule d'ange aussi, et grande souffrance, l'écriture, la voix chevrotante, on retrouve dans l'émotion qu'il y met. Pour moi, on peut vraiment le rapprocher de Leigh Steinley. D'ailleurs, dans la vidéo, celle qui est connue, donc de Tuba Bokumi, c'est intéressant, je de voir ce que tu dis, des vidéos très amateurs de squat et voilà, et toujours des filles au premier rang et pas quelque chose de scénarisé, mais qui ont l'air en transe, hypnotisées par le chanteur. Et qui sont là je pense aussi pour son physique. Et du coup, il y a un mélange de tout ça avec le bayou, la nana qui
qui est avec les crocodiles, qui nage, qui se fait bouffer ou pas. Enfin, c'est pas clair parce que c'est à la fois cheap et très barré. Et du coup, le clip, il est saisissant, quoi. Il est glaçant et saisissant. Et j'en ai parlé avec le bassiste de Goatwar qui joue quelquefois, qui l'accompagne quand il joue en solo et tout. Et il me dit que même lui, finalement, il le connaît pas. C'est que Daxrix, c'est un mec complètement. Il a pas, il est dans son monde. C'est très difficile de le cibler, machin. C'est un mec qui écrit tout le temps. Qui est vraiment à fleur de peau. Mais alors après, voilà, c'est pas un mec qui fait son personnage. C'est qu'il est comme ça et on l'a toujours vu. Il est comme ça sur scène aussi. Et que sur scène, t'as l'impression qu'il se vide totalement, quoi. Enfin, que il se donne, c'est absolument incroyable, quoi. J'en ai parlé avec Dave Ellefson, le bassiste de Metallica. Il m'a dit demande à Dave. Mais pour les personnes qui ne situeraient pas, hein, le niveau d'influence quand même que ce gars peut avoir, moi c'est toujours pour la portée qu'il a pu avoir et ce groupe et ce gars, c'est le changement d'attitude d'Anselmo. Anselmo qui avait totalement quand il était plus jeune à l'époque Pantera, c'était ce côté très Kaira, très très influencé hardcore, très random, bien sûr. très viriliste, voilà. Et avec Down, c'est cette idée là, c'est quasiment le Quaker. C'est vraiment une voix de prêcheur, c'est ce mec sudiste qui parle de façon très ternaire, avec énormément d'emphase, énormément de pathos. Le petit carnet pour noter les trucs. Et c'est vraiment ça. Complètement. Ça, et l'essentiel des mecs vraiment, qui ont vraiment de la bouteille dans le sludge, ont beaucoup ça. Quand ils ont vraiment un chanteur. Mike Williams le fait encore aussi, avec un côté un peu différent, parce que lui, il parle beaucoup de trucs vis-à-vis de son âge adulte. Hein, il est moins sur avec la drogue et tout ça. Et donc, t'as quand même un niveau qui, disons, presque un peu plus caricatural. Et effectivement, comme tu le disais, Sam, t'as un côté poétique. Complètement. Il a ce côté, il parle beaucoup de mort d'une certaine façon, on dirait une espèce de prêcheur, tu sais, de la mort. Un mec qui sait qui a touché la mort. Il me fait penser à John Constantine, tu sais. Le mec qui allait de l'autre côté de la frontière, tu vois, qui a vu, et puis qui est revenu et qui te décrit, quoi. Est-ce que son cancer a été guéri par l'identité, c'est ça que je sais pas. Et c'est quelqu'un qui quand même maîtrise vraiment tous les aspects de la musique. C'est quand tu dis, il y a du god grunge vraiment là-dedans, il y a du blues, il y a de la folk, il y a de la country, parce qu'il a aussi l'influence country. Il mélange tout ça, du black, et tout fait dans son discours et dans le traitement des chansons. Jezebel et tout, enfin il y a des trucs, c'est noir, c'est sombre, mais il y a une espèce, je sais pas comment dire, c'est même pas, il y a pas de lumière, mais c'est, il y a exactement, putain, je cherchais le terme, il y a une espèce de côté Jeff Buckley que je trouve et c'est marrant que tu parles gothique, tout ça, parce que Daxrix définit sa musique justement quand on dit c'est sludge ou pas sludge, etc. Il dit que c'est du gothique hardcore avec un petit côté troll évidemment, mais j'aime bien l'idée. On les a aussi qualifiés d'American Death Rock, et qu'effectivement le seul groupe avec lequel tu peux faire un parallèle dans son côté, ils ont leur trou dans l'histoire de la musique, il y a que eux, c'est Christian Death. Qui sont aussi le groupe de leur génération. C'est bizarre. Non, moi j'allais dire Wovenhand. Je vois un rapport aussi. Je vois un rapport vraiment avec Jean Edwards assez profond. Il y a certaines chansons de Wovenhand qui peuvent me faire quelquefois fait les trucs qu'il a fait aussi avec 16 Horsepower. De 16 Horsepower, exactement. Mais tu as aussi cette et c'est les gars touchés un peu. C'est pas si c'est par la grâce de la folie ou je sais pas moi. C'est ça qui devrait s'appeler Dark Folk et pas Chelsea Wolf et Merci. Qui s'appelle Dark Folk. Non, la Dark Folk c'est 16 Horsepower. Voilà, exactement. Quoi. Alors sur cet album-là, il y a de l'expérimentation. On peut dire qu'il n'y a pas d'expérimentation parce que c'est pas l'expérimentation, c'est pas des trucs collés, un passage collé, black, un passage non, c'est que c'est fluide. Et là où tu vois le génie de ces chansons-là, c'est qu'il y a des chansons comme alors elle n'est pas sur cet album-là, mais que tu peux prendre Tranquilite aussi, qui est sur cet album-là, à la guitare acoustique, c'est que ça, c'est pur, c'est cristallin et ça fonctionne. Tu l'as sur Build Me Notion et après sur la banque après. C'est des chansons en acoustique qui sont absolument magnifiques, qui ont carrément une autre, tu vois, genre Bones of Baby Doll. T'as beaucoup d'instrus qui sont aussi qui sont un petit peu utilisés de façon assez différente de ce que t'aurais typiquement dans cette scène de l'époque. T'as des morceaux, ça se faisait quand même très peu dans la scène proto-doom et tout ça, d'avoir des trucs qui soient plus menés par la basse. Avec juste une rythmique de guitare et que ce soit plus la basse qui s'éclate et tout ça. Et c'est toujours fait de façon très spontanée, très naturelle. Et du coup, toujours très très puissant, très efficace. Ouais, c'est complémentaire. C'est Sammy Duet qui fait les backings très black. C'est cette voix-là. Lui, il reste toujours dans son range.
Et du coup, il y a vraiment un truc. C'est comme moi, c'est deux personnalités qui parlent. Je trouve ça ouf. C'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Cet album, c'est un album à posséder, à écouter et à approfondir. Les textes sont vraiment à approfondir. Il faut y aller, le laisser, y revenir. C'est ça. Faut que ça accompagne des moments de ta vie, en fait. C'est quand même, c'est pas un truc qui est facilement accessible. Faut quand même le reconnaître. C'est quand même. What color is death, putain, mais le texte. C'est agréable comme t'asseoir à poil sur du papier de verre. Quoi. La première fois, ça te fait quand même bizarre. Mais tu finis par y prendre goût. Ouais, voilà. C'est ça. Et la prod peut être au début rébutante parce que tu dis voilà, ça sonne garage comme tu dis machin. Ouais. Moi je trouve qu'en effet ça pourrait pas sonner autrement. Ça aurait été temps, trop propre, surtout que ça aurait été trop métal, ça aurait pas eu le même. J'ai précisé que c'est une prod, c'est-à-dire qu'il y a un producteur, c'est Spike Cassidy, le mec de DRI, le guitariste de DRI. Donc il y a une prod avec une volonté de sonner crasse, quoi. Et quand tu parlais de pas facilement accessible, ça l'est d'autant plus pas que Rotten Records, qui est leur label et encore label historique, c'est un album vraiment underground, culte dans l'underground, qui a eu aucune publicité et qui a quand même réussi à s'écouler parce que c'était du bouche à oreille en fait. C'est les icônes qui l'ont fait écouter ça. Tu vois, comme à l'époque quand Nirvana disait non mais attendez, Nirvana c'est cool mais écoute Kaios que personne connaissait, tu vois. C'est l'équivalent pour nos scènes de ce qui a été quasiment du tape trading de putain, faut que tu écoutes ça. Donc on parle d'un album qui s'est vendu à 37 000 exemplaires jusqu'à la fin du groupe, on va dire, et qui est aujourd'hui pas loin de 60 000. Et donc Rotten Records, qui existe encore, qui le represse régulièrement, a pris la décision de l'enlever de toutes les plateformes et de toutes les possibilités YouTube, Deezer, enfin tout ce qui est sur Internet, Spotify et compagnie. Donc du coup, pour l'avoir, il faut le posséder. Mais je trouve ça assez intéressant. C'est assez marrant quand tu vas sur YouTube, donc il y a juste le clip. Tous les commentaires en dessous parlent de ça, de comment voulez-vous que je le fasse découvrir aux copains, que je passe les plats, etc. Si on n'y a pas accès. Et Rotten Records répond à chaque fois, arrête pas de dire vous l'achetez, sur le site c'est 10 balles, enfin tu vois, voilà. Et je crois qu'ils font perdurer le côté culte du truc comme ça en le rendant rare. Et je me suis rendu compte que j'étais très satisfait au moment de le réécouter pour ça, de le posséder, parce que je me dis merde, si j'avais dû galérer pour l'avoir, j'aurais été hyper triste. Donc je suis très content de le posséder, et du coup ça me donne envie encore plus de le chérir, tu vois. Et voilà, je vous invite, parce que là, on est un peu plus sérieux que dans les titres habituels, je vous invite vraiment à parce que cet album à découvrir ça. Important. Ouais, voilà, c'est celui-ci, les deux, je vous dis Pagan Terrorism Tactique, pareil, les deux sont avec également une pochette dans le même principe par Jack Arcovian. Voilà, par le Dr Death. Ça prend à nouveau le contre-pied de ce qui est maintenant le cœur du sludge. Qui est souvent maintenant une musique assez facile. Ça a plus pris les côtés punk, très rentre dedans. C'est plus aussi qui joue sur le son maintenant. Le sludge aujourd'hui, c'est beaucoup de son en fait. C'est beaucoup de réglage. C'est ça, et c'est plus. Ça a été une musique qui était très intelligente et très spontanée. Et ça s'en est assez éloigné. Et finalement, il y a assez peu de descendants directs de ce truc-là. C'est vrai. Il y a, je ne m'appelle plus comment s'appelle ce groupe, mais l'album You Have Failed as an Audience d'un autre groupe d'Alabama, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais qui sont. C'est pas Zao. Non, c'est un groupe vachement moins connu que ça. C'est pareil, c'est dans une ambiance très, très destructrice et tout ça. Le problème, c'est que. Je veux bien qu'il n'y ait pas de descendants. Music Hates You. Ouais, c'est ça, Music Hates You. Qui garde ce côté très nihiliste et en même temps très savant. Misanthropiste. Donc, Mais on va pas se mentir, Dax Riggs fait, la voix fait beaucoup. Mais la voix fait tout. Clairement. Après, c'est normal, t'as pas de descendant, même si tu voulais faire du acid bass, mais que t'avais pas le chanteur, mon gars. Si t'as pas le mec qui est là. Le bon exemple, c'était Ovenen et j'en rajoute un autre pareil que en ce moment j'écoute énormément, que tu m'as fait découvrir, c'est Colter Wall. Avec l'idée de, il a son univers, il a sa voix qui colle pas avec son physique. En plus, il a une voix hyper une voix de quelqu'un qui a vécu pour quelqu'un de 25 piges, et je crois que Dax Riggs a ça aussi. Et du coup, je pense que le manque d'influence, de gens qui ont suivi son influence, c'est aussi parce que très peu de gens, voire personne, peut sonner pareil, sonner aussi personnel avec une voix tellement t'as l'impression que le mec, je te dis, il a franchi le Styx, quoi, tu vois. Il a vu l'autre côté, lui. C'est quelque chose de vraiment habité. Mais c'est les mots que tu dis, je trouve qu'il y a et la grâce et la rage et le côté, c'est ultra personnel, et moi ça me touche vachement. T'as l'impression qu'il te parle à toi. Chaque chanson, c'est. Et il aurait peut-être été une légende s'il était mort. Tu vois, il aurait fait une overdose à ce moment-là, il aurait été iconifié. Je t'assure qu'il l'est quand même. On va à la Nouvelle-Orléans pour essayer de le voir. Oui, tu vois, tu vas. Alors, je vais pas à Nouvelle-Orléans déjà. Je vois que tu me regardes. Moi, je suis passé quand même un peu plus à l'ouest, mais si j'étais passé dans le coin, ça aurait fait quand même partie des trucs que j'aurais essayé. D'ailleurs, un truc rigolo, c'est que pour un mec qui ne veut pas qu'on le filme et que il y a très peu de photos, on peut pas enregistrer ça. C'est vraiment un mec. Il est pas caché, mais il est très pudique et tout. Il entretient vachement tu le vois dans un film de Jason Statham.
qui s'appelle faudrait que je vous retrouve le nom, qui tournait à ce moment-là en Louisiane. Owen et Jack, ils ont tourné une scène dans le film où ils viennent poursuivre dans le bureau machin, et il y a Dax Riggs sur scène en train de chanter. Ah, c'est autre chose que la scène avec Rammstein dans Triple X. Et je pense que c'est un accident que ça soit passé là, parce que s'il avait dit tu vas tourner dans, tu vas me dire le club à partir Parker. Et si tu vas tourner dans un film de Jason Statham, parce que putain, mais je l'ai vu. Faut savoir que le clip que Wayne et Jack putain, où se produit Dax Riggs tout le temps, et le club de Jason Statham, c'est il est propriétaire de ce club. Écoute, tu viens de me faire regarder un film de Jason Statham tourné aux US. On arrive à parler de Jason Statham sur Acid Bass quand même. C'est Jason Statham que retrouve dans Fast and Furious. Donc voilà. On fait la boucle est bouclée. Bravo. C'est moi, je pense me fier comme ça. Donc ouais, album absolument à écouter, à posséder, à chérir. J'ai envie de te dire. Ouais, c'est et surtout à s'infliger un petit peu au début. J'avoue que ça peut être compliqué. Ouais. Moi, je déteste les gens qui disent tout le temps t'as pas aimé cet album, c'est parce que tu l'as pas écouté comme il fallait ou quoi. Il y a quand même des trucs qui sont suffisamment soit inclassables, soit un petit peu à part dans leur classe, parce qu'ils sont tellement au milieu que ça prend tellement ton contre-pied, c'est tellement déboussolant, il se passe tellement plein de trucs que c'est vraiment dur de rester dedans. C'est un album, effectivement, tu vas, la première fois que tu vas te le prendre, il y a de bonnes chances que tu le détestes. Puis c'est des albums, il faut cheminer pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait un certain chemin, avoir validé des étapes. Si tu tombes là-dessus, c'est comme Ayed God, je te fous Ayed God alors que t'écoutes System of a Down, mon gars, ça fait un choc. C'est comme la noise. Je précise dans les étapes, la drogue est pas nécessaire, c'est pas la peine. Ça aide. Je me suis mis à l'héros à cause de. Franchement, pour Acid Bass et Beethoven, franchement ça aide. Moi j'adore ce groupe, je ne touche à rien. Donc, alors si vous voulez après approfondir, arrêtez de trouver des excuses les gars. Mais c'est parce que des fois tu sais on transpire à côté de toi et du coup ça d'accord. Si vous voulez approfondir après, alors en effet dans le côté vraiment black et vraiment ce qui était vraiment le côté le plus violent de Sid Bass, il y a God War après qui a fait Sammy Duet, et sinon lui après Dax Riggs a fait Agent of Oblivion qui est aussi un putain d'album. Et Dead Boy and the Elephant Man, il a fait plusieurs projets, et sinon je conseille ses albums solo de toute façon parce que ses albums solo sont absolument fantastiques. Celui avec la bouche, celui qui a fait We Sing Only of Only Blood or Love et Say Goodnight to the World, qui sont deux albums absolument fantastiques quoi. Je suis d'accord. Voilà, donc, et donc je propose de ne pas respecter la volonté du label en ne mettant aucun morceau sur internet, en vous en collant un à la fin du podcast, et celui-là ils pourront pas le retirer. C'est parti.
Il va être victime d'un violent accident de voiture, et c'est à ce moment-là qu'il va sentir son sang lui couler dans la bouche. Ce fut pour lui une révélation qu'il aimait le sang et qu'il était attiré par ce liquide rougeâtre un petit peu dégueulasse. D'ailleurs, le sang, moi qui saigne des fois, je n'aime pas du tout boire du sang. Bon, un petit peu ça va, tu vois, si ton doigt, si mon doigt est en sang. Mais autrement, non, j'aime pas du tout le sang, etc. C'est dégueulasse, vraiment.